on va passer à l'atelier suivant. Donc c'est Laurent Tanberger de Valgo, je ne me trompe pas, qui va nous parler. Alors, le titre, c'est Valoriser les terrains à passifs en produisant des huiles essentielles. Moi, ce que j'ai retenu, peut-être un élément qui me semble important dans tout ce qu'on a dit depuis ce matin déjà d'ailleurs, c'est qu'il y a le végétal et le sol est aussi quelque chose de très important. Donc là, je pense que ça permet de faire une bonne transition avec l'atelier suivant, puisqu'on parle de sol pollué. Voilà, donc le lien entre le sol pollué et les végétaux. Et peut-être aussi, comme présentation, dire que quand on fait des expérimentations, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, c'est peut-être là aussi que ça devient intéressant. Alors je ne sais pas si c'est peut-être une manière un peu raccourcie de dire. Mais on va le voir. Merci Marc. Effectivement, moi je suis directeur scientifique dans une société spécialisée en dépollution des sols et je pense que, Daniel Souple l'a répété plusieurs fois, on ne peut pas imaginer la plante sans son lien au sol. On s'aperçoit que le sol a des influences assez fortes sur la plante et dans les métiers de la dépollution et notamment avec des différents projets subventionnés, on a cherché à explorer aussi quels pouvaient être les effets bénéfiques de la plante sur le sol. On sait qu'il y a de très fortes interactions et je vais illustrer un petit peu cette fonctionnalité qui a été explorée d'aider la dépollution des sols par les plantes au travers d'un projet. Donc je vous présentais un petit peu comment on a construit ce projet, quels partenaires se sont mis autour, les études qui ont été faites sur le sol, sur les polluants, les effets qui ont pu être démontrés, aussi bien à l'étape laboratoire, en serre, sur le terrain. Quelques résultats, les conclusions de ce projet qui s'appelait Déplace Métaux, et puis notamment qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer, quelles sont les perspectives, comment on va pouvoir le prolonger avec les aspects les plus positifs qui ont été relevés. Alors on a parlé d'effets des plantes sur les sols. Ça fait très longtemps que de très nombreux labos étudient les possibilités d'extraire un certain nombre d'éléments traces métalliques hors du sol par les plantes. Parce qu'il existe des plantes qui sont capables d'avoir à l'intérieur de leurs organes des concentrations très supérieures à ce qu'il y a dans les sols, et on parle à ce moment-là d'hyperaccumulatrices. Elles vont avoir un effet concentrateur. Donc ça, on peut tout de suite imaginer que c'est intéressant de passer de quelques dizaines de milligrammes dans le sol à quelques centaines de milligrammes dans la plante, ou bien en fonction de l'échelle, on peut aller jusqu'à des grammes par kilo de matière sèche. Et quelques laboratoires explorent aussi les possibilités de phytomining. C'est une modernisation de concepts qu'on connaît déjà. Certaines plantes sont capables d'extraire certains métaux des sols jusqu'à un point où c'est économiquement intéressant d'exploiter la plante pour les extraits métalliques. Donc ça, c'est deux voies qui s'explorent, mais pour les appliquer en dépollution, nous on y voit deux limites très rapidement, c'est que les plantes les plus hyperaccumulatrices ont une très faible biomasse. Donc leur effet épuratoire sur le sol reste faible et reste très long parce qu'il faut, ça pousse en gros 1 ou 2 fois par an suivant les conditions climatiques. Il faudrait de très nombreuses récoltes. Et pour tout ce qui est phytomining, on sait très bien que les mines, après avoir exploité les métaux, ne laissent pas un sol propre. Sinon on aurait beaucoup moins de problèmes avec les anciens sites miniers. Donc le fait d'avoir une exploitation des métaux par les plantes ne va pas forcément nous assurer d'avoir un sol propre à la fin. D'où l'idée d'une troisième voie à explorer. Quand on veut utiliser une plante en dépollution, il faut avoir un certain nombre de prérequis. Faut déjà une plante très rustique, qui est capable de pousser sur des terrains contaminés en métaux. Il faut déjà limiter les effets de phytotoxicité. Rustique parce que les sols que l'on trouve sous les anciennes usines sont pas de très bons sols agricoles. Ils ont des très mauvaises propriétés et donc il faut que la plante puisse s'adapter. Le pélargonium, c'est une plante qui peut pousser dans les décombres, qui peut pousser sur des talus. Donc il se comporte très bien dans ce cas-là. On voit le couvert végétal que ça produit. On a des biomasses assez importantes. La plus grosse récolte, je vous présenterai tout à l'heure, 750 kg de matière fraîche sur 100 mètres carrés. C'est un petit peu mieux que le champion, toute catégorie de l'hyperaccumulatrice qui est Arabidopsis. Il fait des petites plantules comme ça, donc c'est pas tout à fait les mêmes ordres de grandeur. Il faut une plante qui soit pas comestible pour les animaux et les hommes. Il faudrait surtout pas de confusion, donc tous les gens qui font des essais sur l'extraction des métaux sur des plantes comestibles, c'est très difficile à appliquer parce que
imagine qu'il n'y a rien de plus qui ressemble à un grain normal de maïs, c'est un grain de maïs qui a hyper accumulé des métaux toxiques, donc il faut limiter au maximum ces possibilités. Est-ce qu'il passe encore? Oui, pas un peu. Et pareil sur les risques de dissémination par des animaux d'élevage ou même des lapins qui pourraient emporter les feuilles polluées un petit peu partout. Donc voilà, il y a le fait qu'on ait une plante qui ait très peu de prédateurs est un point positif. Et en plus, c'est une plante qui est réputée légèrement acidifier le sol par son réseau racinaire. Donc on est plutôt dans une aide à la solubilisation des métaux. Donc voilà pour tous les avantages qu'avait cette plante dans cette exploration. Les travaux préliminaires, on les avait fait avec les étudiants de l'école d'agronomie de Toulouse sur des sols de la fameuse zone de Métal Europe dans le nord où le panache fait plusieurs dizaines de kilomètres de long, panache de rejet, de poussière métallique par les cheminées de l'usine. Et notre hypothèse, c'était de dire, ben voilà, les plantes vont pas assez vite pour absorber les métaux parce que les métaux sont pas assez disponibles. Donc, on va rajouter un chélatant. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est, déterminer ce terme technique. En fait, chélatant, ça vient d'un terme grec, chélé, qui signifie la pince, et c'est vraiment une molécule qui a une forme de pince et qui est capable, dans ce cas-là, par exemple, de pincer 2 ions plomb de plus, et donc de les extraire plus facilement. Mais comme c'est forcément un élément qui peut réagir avec des éléments du sol, le but n'est pas de le disperser dans l'environnement. On ne voudrait pas qu'il atteigne la nappe phréatique. Donc on a voulu collecter les eaux de ruissellement, d'arrosage des plantes, à la fois pour le chélaton lui-même et pour les métaux qui risquaient d'entraîner vers le fond. Voilà un petit peu le système très artisanal qu'on avait mis en place avec ces étudiants. Et on a mesuré les éléments traces métalliques aussi bien dans les eaux de percolation que dans les plantes. Et grand bien nous a pris de se mettre sur des bâches puisqu'on s'est aperçu que 90% des éléments traces métalliques se retrouvaient plutôt dans les eaux de percolation. En fait, l'augmentation de la disponibilité par solubilisation avait très peu accéléré le transfert vers les plantes. Mais en fait, on a eu beaucoup de transfert vers les eaux de drainage. Les premiers calculs, après ces quelques mois d'essai, montraient qu'en 6 saisons culturales, on serait à même d'extraire, si on faisait le rapport, tout le plomb qu'il y avait dans notre sol au départ. Donc ça a été des travaux très préliminaires qui petit à petit ont mené à notre projet que nous avons appelé Déplace métaux pour démonstrateur de phytolixiviation assistée des métaux. Bon, c'est plus rapide comme ça. Projet subventionné par l'ADEME, plus d'1 million d'euros de dépenses. On était parti sur 4 ans, puis on a demandé 1 an de prolongation parce qu'avec notamment les conditions météorologiques et tout n'a pas pu être montré dans les années prévues. C'était un projet qui était au départ lancé dans un appel à projet éco-industrie, donc ministère de l'Industrie, mais comme ils n'avaient pas les compétences sol, c'est l'ADEME qui a été instructrice de notre projet. Donc autour de ce projet des places métaux, il y avait nous, Société Valgo, société de dépollution des sites, qui étions intéressés par créer une nouvelle technique éventuellement de dépollution des sols. Ecolab, qui est le laboratoire avec lequel nous collaborons depuis le début de l'école d'agronomie de Toulouse, spécialiste des relations sol-plantes, micro-organismes et environnement, et qui avait la maîtrise du pélargonium. C'est eux qui nous l'ont amené dans le projet. On a demandé à un bureau d'études d'étudier à 2 niveaux la réglementation pour implanter un tel pilote en ville. On va voir dans quelles conditions on a installé notre pilote de démonstration. Et puis de commencer à réfléchir le jour où c'est une technique qui marche, comment je fais pour la faire accepter en milieu urbain. Un autre laboratoire de Toulouse, laboratoire de chimie agro-industrielle, il y avait 2 équipes, une qui travaillait sur les ACV et une qui était spécialisée en extraction des huiles essentielles, puisque c'était quand même une phase importante de possibilité de valorisation du procédé. Et une collectivité territoriale qui était la ville de Groyet, ce qui est relativement rare dans ce genre de projet. Donc je vais présenter un peu la ville de Groyet.
Une ville très importante dans le bassin Mazamet, Castres, dans la production de cuir, donc de mégisserie et tannerie, 167 friches industrielles sur la ville. Et puis alors les tanneries à l'époque, on trempait pour transformer de la peau de vache en un bon cuir, on commence par le mettre dans une solution de chrome, on laisse s'égoutter, on rince dans la rivière et puis on laisse sécher. Vous verrez, je vous montrerai plusieurs bâtiments qui étaient les anciens séchoirs à peau, et ça à chaque cycle, parce qu'après en fonction de la couleur, le chrome c'est bien, en fonction du niveau d'oxydation, ça fait toute la gamme des bruns au vert. Comme on voit quand on fait régir du dichromate. Si on veut teindre en blanc, on trempe dans du plomb. Si en jaune, on a du nickel. En bleu, il y a du cobalt. Donc voilà. On traite un matériau à l'origine qui est relativement naturel et on a besoin de beaucoup de métaux. Les fonds des rivières sont complètement pourris. Il faut surtout pas toucher aux sédiments. Mais bon, nous, notre rôle, c'était de regarder ce qui se passait sur le sol auprès des rivières. Et on le voit, toutes les friches industrielles sont le long de la rivière. Et ce qui fait que les deux rives étaient occupées par les industries. Maintenant que les industries ont disparu, il y a un vide dans la ville. Et ces parcelles avaient été rachetées par la mairie pour pouvoir redynamiser un peu ce centre-ville qui n'existait plus. Donc le foncier sur lequel on a travaillé était une zone qui devait être aménagée pour faire un jardin et un cinéma. Bien sûr, c'est une toute petite ville. Il y a 2 personnes qui sont constamment impliquées dans le devenir environnemental de cette ville et qui participent à notre projet. Donc, vous voyez un petit peu le terrain quand on est arrivé, l'aspect qu'il avait. On est arrivé dans un chantier d'urbanisation, d'aménagement de la cité. Là, c'est l'aspect du chantier. Une fois que nous avions fini, nous avions fait notre plantation de pélargonium. Ici, il y avait le fameux cinéma dans le fond. Et puis là, on aperçoit la passerelle. Alors la passerelle qui relie les deux rives. Le mât central est en forme d'aiguille à coudre le cuir, puisque les architectes avaient dit que le cuir qui avait séparé la ville en deux devait maintenant relier les deux rives. Il y a tout un concept d'aménagement. Bon, c'est anecdotique, mais c'est pour vous montrer qu'on a vraiment mis notre pilote dans des conditions réelles de réaménagement urbain. Alors comment on a fait? On est arrivé, j'avais demandé au chantier de nous mettre de côté des terres qui venaient des zones les plus polluées du site, afin que nous puissions les analyser. On a cartographié les différents tas que nous avaient mis là les terrassiers. On a créé un tableau en fonction de la concentration en métaux qu'il peut y avoir à l'intérieur, et puis aussi des notions de cultivabilité. Quand c'était que du déchet de démolition ou des choses vraiment trop collantes, on s'est dit on n'arrivera jamais à faire pousser des plantes dedans. Et donc on a choisi 2 tas à mélanger pour créer une terre qui nous permettait de lancer l'étude. Ce sol-là, on en a pris des échantillons au laboratoire dans les années préparatoires et on a travaillé sur la nature du chélaton, sur sa propension à extraire les métaux, toutes les étapes de récupération, de régénération, de séparation du chélaton des métaux et de renvoi sur la culture ont été étudiées, puisqu'on a cherché à travailler en boucle pour éviter d'avoir un flux continu de réactifs qui aillent vers l'extérieur. Donc tout ça, ça a été testé à l'échelle laboratoire, en serre. Alors en serre, on a pu travailler sur des monoplans, notamment pour les essais variétaux. En bas, ici, on a un essai avec différentes concentrations de chélaton pour voir quel était son niveau de phytotoxicité. Et puis, on a créé une miniature de notre phytotertre qui nous a permis de commencer à produire des quantités assez importantes de Lixivia avec cette fameuse solution déminéralisante qui arrosait les plantes et à le laisser croître en conditions miniatures. On avait à peu près 1 mètre carré pour voir un petit peu comment ça se comportait. L'effet des plantes, là on est sur des comparaisons entre les différentes variétés de pélargonium. Vous voyez qu'on a de très fortes disparités juste entre des cultivars différents. On voit par exemple pour le chrome, on a principalement une extraction du métal vers la plante et puis très peu vers les Lixivia. Au contraire du cuivre qui va principalement, alors c'est en relatif, les échelles verticales sont pas les mêmes, mais le cuivre va principalement, on va le retrouver dans les Lixivia et très peu dans les plantes. À l'intérieur d'une même plante, ici l'exemple avec le zinc, entre ce qui va dans les racines, les tiges et les feuilles, en fonction des variétés, on a des répartitions différentes. Ça veut dire que sur des plantes qui sont très très voisines, on a des comportements de ces métaux qui sont extrêmement variables. Donc ça nous a permis de choisir une plante avec une condition culturelle et après de nous lancer sur le terrain. Et là, les essais en serre, on avait réduit, à force de s'améliorer, le temps. En serre, l'avantage, c'est qu'on pouvait cultiver 12 mois par an. Et là, on avait 18 mois de culture. C'est-à-dire que si on le reporte, ça ferait 3 années culturales pour extraire complètement le plomb, qui était un des meilleurs traceurs de notre essai, complètement du sol.
Et donc on s'est lancé dans le modèle complet qu'on avait baptisé phytotertre, où on arrose les plantes avec notre solution déminéralisante. On va récupérer dans le drain cette solution qui s'est chargée en métaux. Ensuite, on le collecte, on le traite, on précipite les métaux, on régénère la solution déminéralisante et on la réinjecte sur la culture. Donc ça se faisait par des cycles automatisés. Et puis une fois par an, 1 ou 2 fois par an, on va récolter les plantes, valoriser les huiles essentielles. Il y avait un projet de méthanisation des drèches aussi. Et puis ensuite, les résidus peuvent être brûlés, peuvent être allés dans des filières d'élimination des déchets plus classiques. Donc on a commencé à créer un grand bac à plantes. Alors là, on n'était plus dans un cubiténaire. On a créé un merlon périphérique avec un terrassier. On a mis une zone de drainage au milieu. On a commencé à poser le complexe d'étanchéité avec un anti-empoisonnement dessus, une membrane entre les deux. Dans le milieu, on a gravillonné la zone où il y avait le drain, et puis on a un puisard qui servait au prélèvement des lixivias. Et puis on a remanié la terre, on l'a même passé au godet cribleur pour éliminer les plus gros cailloux, pour remoter. Je vous disais, c'est de la terre qui était sous des usines, donc qui n'avait pas forcément vu de plantes depuis longtemps. Une fois fini, on a nivelé l'ensemble. Vous voyez là, le sommet des merlons, on voit plus que en fait la partie de tissu, de géotextile qui affleure. Et puis on a tout régalé le reste. On a pu commencer à planter les plants de pélargonium. On a planté un petit peu serré à mon avis, 1000 plants sur 100 mètres carrés. C'était peut-être un petit peu beaucoup. Ça a apporté d'autres contraintes, mais au début, ça fait pas beaucoup de couvert végétal. Hein. Vous voyez que on a mis une bâche anti-envol de poussière parce qu'on voulait pas que les poussières métalliques puissent incommoder le voisinage, puisqu'on est quand même en ville. Vous voyez les bâtiments dont je vous parlais là, ceux-là sont des vieux dans une friche, en briques, en bois. Celui-là a complètement été, ils ont mis la médiathèque en fait. Ils ont gardé le truc à claire-voie pour rappeler un petit peu l'architecture spéciale. Mais c'est vraiment des bâtiments qui sont typiques de cette petite région. Sur notre phytotertre, on a également une petite station météo qui a en plus une sonde d'humidité avec 6 niveaux de mesure de l'humidité. Et ça, c'est relayé par GSM. Donc en ligne, on peut vérifier la température, la pluviométrie et l'humidité à différentes profondeurs du sol. Donc quand on est à distance, puisqu'on était à quelques kilomètres de Toulouse, on pouvait faire la surveillance de cette zone-là et intervenir au besoin si on s'apercevait qu'il y avait des cycles d'arrosage qui avaient sauté. Bon, comme on était en ville, ils ne voulaient pas d'affreux bungalows métalliques. Donc on a monté toutes nos structures à base de petits chalets en bois, un pour un labo et bureau, et puis l'autre avec vraiment la filière technique. On voit qu'il y avait des cuves avec une cuve de tampons à l'extérieur, tout un circuit qui avait été monté. Voilà, par exemple, la cuve de précipitation des métaux de chaulage à l'intérieur du container. Et puis tout un régime de surveillance. On a dû procéder de traitement, il fallait vérifier régulièrement le bon état des pompes. Là, on est sur du pilote, on est sur un laboratoire qu'on a construit à la campagne. Il faut que tout ça fonctionne avec différents cycles de surveillance. Évidemment, une surveillance des plantes. Il y avait un gars des espaces verts de la ville qui était très impliqué, qui était vraiment passionné par le projet. C'est un petit peu lui qui m'a branché Castre d'Or d'ailleurs à l'origine. Et puis de fil en aiguille, on a continué nos collaborations. Et qui venait voir l'état des plantes, parce que c'est quand même un des moteurs principaux. Sans elle, le comportement du sol est très différent. Et puis, des phases analytiques, on a analysé les plantes, on a analysé le sol, et on a analysé évidemment les eaux, qui sont le moteur du recyclage de ces polluants. Comme c'était une première, il a fallu faire des modifications. Au bout de 2 ans, on s'est dit qu'on était trop perturbé par les eaux météoriques. La pluie arrive sans l'agent qu'elle attend, donc évidemment, ça dilue un petit peu l'effet que l'on voulait. Surtout que la première année, on a eu un juillet pourri, donc on n'a pratiquement pas pu mettre notre solution. Parce que le pélargonium, ça résiste bien à la sèche, mais ça résiste mal à la mouille. Donc dès qu'il a les pieds trop dans l'eau, il pourrit. Donc on était obligé de limiter l'apport de notre solution qui apportait l'efficacité. Voilà un petit peu les principales modifications qu'on a pu avoir. Donc ça se ressent. En 2015, on n'avait pas la serre. En 2016, on avait la serre. Et vous voyez que la concentration dans les différents métaux est très supérieure. Donc ça, c'est les eaux du puisard, celle qui est directement au pied des plantes.
Et ensuite, bon, ça c'est la cuve tampon, et ça c'est l'eau après traitement qu'on réutilise pour l'irrigation. On épure beaucoup les différents métaux qui sont captés au départ, notamment avec de beaucoup plus forte concentration en 2016. Mais le différentiel reste fort. Il y a du fer qui apparaît alors qu'il y en avait très peu au départ. Ça c'est parce que c'est la cuve tampon qui était métallique et qui en fait se fait dissoudre par l'agent déminéralisant. Donc là des petites astuces qu'on apprend. Le cuivre c'est pareil, il y en a plus dans le circuit que ce qu'il y en avait dans le sol, parce qu'en fait, dès que vous avez un raccord en laiton, le chélaton consomme votre cuivre à l'intérieur. Donc voilà, il faut bien attention. Quand on utilise ça, il faut tout mettre en plastique, mais ça, on apprend qu'à ses dépens. C'est toujours pareil. Donc les effets sur les matières solides, l'étape de décarbonatation, c'est quand il fallait neutraliser l'eau, donc on créait un sable au moment où on neutralisait l'eau, et donc vous voulez vérifier que c'était pas à cet endroit-là qu'on captait les polluants. On les capte bien dans les bouts de cholage, vous voyez des concentrations qui étaient supérieures en 2016, l'année où on avait la serre. Et si je compare au sol initial, il y a plusieurs métaux, hormis l'arsenic, qui est un métalloïde, qui a un comportement très particulier, on savait qu'il marcherait moins bien celui-là. On peut avoir des facteurs concentrateurs entre les bouts de cholage, qui sera le déchet ultime, et le sol, qui sont importants, de 3 à 10. Alors, ça paraît déjà intéressant, mais ça veut dire que plutôt que d'éliminer vers la décharge une tonne de sol, je vais être obligé d'éliminer une tonne de boue en matière sèche, donc peut-être 2 à 300 kilos 2 à 300 kilos de boue. Donc le ratio pour le moment est trop faible pour que ça soit rentable. Faire toutes ces opérations pour juste diviser par 3 la quantité à éliminer aujourd'hui est pas pertinent, puisque là on obtient ça au bout de 3 ans, et il va falloir le laisser longtemps. On va voir aussi que l'effet cinétique était pas complètement atteint. Donc pourquoi est-ce qu'on a une telle différence ? En serre, ça nous paraissait extrêmement rapide. On s'est dit, dans 3 ans, on va tout enlever. Là, sur le terrain, si j'extrapole, je vous présente même pas la diminution de la teneur en métaux dans le sol. Elle est insignifiante. Vous auriez l'impression de voir une courbe plate. En fait, on a arrosé beaucoup moins sur le terrain que ce qu'on était capable de faire en serre. On mettait 1 demi-litre par semaine dans des pots d'1 litre. Donc, il aurait fallu que sur à peu près 100 mètres cubes de phytoterre en place, je mette 50 mètres cubes par semaine. Et là, on arrivait parfois du mal à mettre 1 ou 2 mètres cubes. Donc, on a un ratio d'apport de solutions déminéralisantes qui fait à peu près 1 pour 25. Ce qui fait que ce qu'on était peut-être capable de faire en 3 ans, on mettrait 75 ans. À nouveau, on est sur des durées qui sont pas gérables sur le terrain. Je ne peux pas dire à un élu, dans 75 ans, ça sera fait. Ni même à mes arrière-petits-enfants, si vous faites bien propre, à la fin, ça sera super. Donc on n'est pas sur des temps humains, c'est pas le problème du temps de l'industriel ou de l'élu, c'est vraiment aucun humain ne peut se lancer en se disant voilà, dans 75 ans ça sera propre. En fait, la terre avait une mauvais comportement. On a forcément marché, alors que dans les petits pots en serre, personne n'a marché dessus, donc la terre n'était pas trop tassée. À la fin, quand on a débâti le truc, c'était dur comme de la pierre. En plus, avec le chélaton qui a apporté, il y avait des cristallisations qui se créaient. C'était devenu là l'effet de chignon en fosse, là, sauf qu'elles étaient grosses comme ça. Il a fallu commencer par perforer avec une baramine. Enfin, le truc, c'était des très mauvaises conditions. On aurait pu mettre du compost au départ, mais le laboratoire voulait pas qu'on risque de séquestrer les métaux sur matière organique, ce qui a déjà été démontré également. Donc, ils ont préféré se mettre dans des conditions très expérimentales, peut-être pas très pratiques, et ce qui fait que on a eu vraiment cette baisse de perméabilité qui, petit à petit, la dernière année, on a une mortalité qui a commencé à croître dans les pélargoniums, alors qu'on a vu de bonnes productions au départ. Vous voyez un petit peu les récoltes. La première année, ça s'est mis en place. La deuxième année, bien qu'on n'ait pas la serre, on a fait près de 750 kilos de récolte de matière fraîche. Et puis après, ça a baissé. C'est à peu près pareil en 2017, qui était la dernière année. On a mis au point une méthode de récolte assez rapide là au taille-haie parce que comme ils étaient plantés très serrés, ils étaient très enchevêtrés. Donc il fallait vraiment tout récupérer. Donc tout ça, c'est des choses qu'on apprend. Les gens des laboratoires n'étaient pas forcément l'habitude de travailler sur de telles surfaces. La distillation des huiles essentielles qui a été extraite, alors les ratios sont très très faibles. On a collecté quelque chose de comme 35 millilitres sur nos 100 mètres carrés, ça fait 3 litres et demi à l'hectare.
Je crois que des producteurs en pélargonium dans le sud de la France soit savent faire le double, bon, parce qu'ils optimisent leurs itinéraires culturaux. Bon, on n'est pas trop mauvais la première fois qu'on fait ça. 3,5 litres d'huile essentielle par hectare, si on rapporte ça, avec une huile qui peut sur le marché se vendre à 1 000 euros le litre. On n'est pas déconnant au niveau de la rentabilité économique si on vise un jour à faire exploiter ça par un agriculteur. Donc ça, ça peut être intéressant. Ça, c'est l'équipement de laboratoire du LCA qui avait fait, de l'équipe du LCA qui avait fait ça. Ils ont un petit hydrodistillateur pour mimer l'équipement industriel et ils ont produit une huile essentielle qui est un phénotypage qui correspond au phénotype commercial lorsque l'on veut de l'huile essentielle de pélargonium. Donc ça, on ne va pas rentrer dans le détail des pics, mais bon, je sais que les gens qui travaillent sur les huiles essentielles savent que le phénotypage, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc c'est ce qu'on a suivi. Donc notre projet, d'une façon générale, on a cherché à combiner chimie et biologie pour accélérer un processus que l'on savait trop long en biologie, en phyto pur. L'intérêt on a toujours les intérêts de ces inconvénients. C'est que le phytoterte, comme on le met sur une bâche, ça veut dire qu'on excave la terre et tout de suite, on va l'isoler du milieu environnant. C'est-à-dire que les métaux qu'il peut y avoir dans votre terre polluée, ils ne sont plus en contact avec l'environnement. On va les déplacer. Vous avez vu qu'on était à une centaine de mètres du cinéma. Ils ont creusé à cet endroit-là et on a déplacé les terres à un autre endroit. Donc tout ça, ce sont des modes de gestion des terres polluées qui peuvent intéresser les aménageurs. Parce que si on veut les traiter in situ à l'endroit où on veut mettre le bâtiment, ça va reporter forcément la construction du bâtiment. Donc là, le fait de déplacer, c'est une complication, mais c'est un avantage sur la gestion du chantier. Donc ça, les éléments de place, je viens d'en parler. Et vous avez vu l'intégration, on avait cette pelouse qui était fleurie, ce massif horticole en pleine ville. Il était grillagé parce que c'était expérimental, parce qu'on avait du matériel et des choses comme ça. Mais la plupart des gens, les gens de la ville qui passaient ici, comme c'était devenu un parc de promenade, imaginez pas qu'on était en train de dépolluer les sols à cet endroit-là. De temps en temps, on entend un petit peu la soufflerie qui se mettait à fonctionner, mais on arrosait des plantes. Le pélargonium, les soirs d'été, ça sent très très bon. Donc ça changeait énormément par rapport à plein d'autres machines de dépollution. Donc l'intégration urbaine, ce côté-là était parfaitement réussi. Donc on a vu que malgré tout, dans les conditions qu'on a fait, ça reste trop lent. Il va falloir poursuivre, faire d'autres projets pour voir si on sait faire mieux. En revanche, on a fait une étude, je vous dis un peu le coût des huiles essentielles. Pour des toutes petites parcelles, ça peut être une rentabilité qui est très supérieure aux grandes cultures énergétiques. La rentabilité de miscanthus ou même du blé éthanol par hectare, c'est pas du tout on n'est pas en milieu d'euros par hectare. Donc très bien pour des grandes parcelles planes, mécanisables. Les huiles essentielles, on peut facilement mettre ça sur des terrains pauvres, en coteaux, dans des petites parcelles. Enfin, quand on regarde un agriculteur qui aurait les deux, c'est ce qu'il fait. Il met plutôt les petites parcelles d'huile essentielle à quelques centaines de mètres carrés ou un hectare, et puis les grandes cultures dans des zones planes. Donc ça, au niveau de la conduite, on est obligé de proposer, si on veut que les gens gèrent les terrains pollués avec des plantes, une multitude de plantes et donc de conduites culturales différentes. En faisant ça, on crée un nouvel usage du sol. On a une plante qui peut pousser sur ce terrain-là. La pollution est définie par rapport à l'usage. En France, il n'y a pas de seuil au niveau des sols. Donc si vous avez un usage qui s'adapte parfaitement à la nature de votre sol, alors ça ne va pas forcément être des milliers de milligrammes de métaux lourds, ce n'est pas forcément pour ce qui est le plus toxique, mais il y a une très grande gamme qui peut être adaptée à ce type d'outil-là. Et là, on peut proposer quelque chose qui va fonctionner. Donc, si on propose un usage où il peut y avoir un intérêt à utiliser ces sols avec ces plantes-là, on est dans une modification de l'usage, et donc ça fait partie des réflexions que nous avons aujourd'hui en aménagement des terrains pollués. Donc ce changement de paradigme est une réflexion qui est présente chez pas mal d'acteurs, et on l'a poussé un petit peu dans un nouveau projet. On essaye de passer à l'étape d'après. Donc, dans le cadre de l'appel des 30, ça c'est 30 gros industriels de la vallée de la chimie qui se coordonnent. Oui, je sais que Daniel Soup connaît, il est impliqué dans certains. Donc,
la mission Vallée de la Chimie a lancé ça. Ça veut dire qu'il y a des industriels qui laissent accès à un certain nombre de parcelles pour des propositions d'aménagement. Quel démonstrateur vous pouvez faire alors il y a des gens qui vont monter une plateforme de traitement des terres. Là, on est dans un des 6 grands thèmes qui s'appelle les paysages productifs. C'est qu'est-ce que l'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut proposer comme façon de gérer plantes et sol, en quelque sorte, pour faire le dénominateur commun. Il y a des zones de terrain qui ne sont pas forcément polluées, mais qui sont impactées par les périmètres de protection des risques technologiques des usines. C'est-à-dire que c'est des zones où vous pouvez avoir ni habitation, ni industrie. On peut juste avoir des routes qui passent parce qu'on considère que la durée de résidence des gens est extrêmement courte. Et la seule activité économique autorisée, c'est l'agriculture, parce que c'est pareil. Il y aura une personne sur la parcelle quelques jours par an, pas plus. Donc, c'est les seules choses qu'il peut faire. Donc, produire des choses à partir de plantes sur ces terrains-là, c'est quelque chose qui est autorisé. Donc ça, c'est la réglementation qu'il y a dans les PPRT. Alors, enfin, il y a plusieurs cercles concentriques. Hein. Je vous parle du niveau 1, pas du niveau 0, parce qu'à l'intérieur du périmètre de l'usine, on peut carrément rien faire. Donc nous, on leur a proposé sur une petite parcelle qu'ils ont au bout d'une friche derrière le stade. Voyons, il y a un terrain de foot juste à côté. Il y a 4 à 5 000 mètres carrés. Vous voyez, ça ressemble vraiment à des terrains remaniés, un petit peu anthropisés, avec beaucoup de cailloux. Bon, en grattant un petit peu dessous, la terre est de meilleure qualité quand même. On sait que la plante va pousser, on sait qu'une fois qu'elle aura poussé, elle va produire des huiles essentielles. Aujourd'hui, la démonstration, c'est vraiment une démonstration d'acceptabilité. Comment on fait pour conduire une modification du PLU, comment on fait pour trouver l'agriculteur, les relations avec la Chambre d'agriculture qui va nous permettre de dire « Ok, moi je veux bien venir exploiter, seulement… » S'il a des coûts qui sont supérieurs à ses gains, est-ce que l'industriel l'a payé? Voilà, il y a plein de choses qui sont à étudier. Aujourd'hui, ça n'a jamais été mené à cette échelle-là. Mais on estime que ça peut être une voie d'avenir pour tous ces terrains-là. Aujourd'hui, ce qui fait horreur aux petites communes, Saint-Fond, Pierre-Bénite, etc., c'est d'avoir que des maisons murées et aucune utilisation. Ça, on imagine qu'on est dans le niveau 0, voire négatif du paysage, et c'est quelque chose vers lequel ils ne veulent pas aller. Donc, explorer de nouvelles voies en leur disant, voilà, 6 mois par an, il y aura une plante. Là, on est sur de l'annuel pérenne, enfin, de l'annuel vivace, et avec une production qui justifiera que quelqu'un vienne traiter et exploiter cette parcelle. C'est des choses qui les intéressent. Aujourd'hui, les usages des huiles essentielles peuvent tout à fait être élargis à différents types d'intermédiaires industriels biosourcés. Alors on a des antioxydants, on a des surodorants. Vous voyez, quand ils mettent les produits qui sentent vraiment trop fort là sur les trottoirs, ça pourrait très bien être des huiles essentielles. Le fait que la plante ait été cultivée sur des terrains pollués ne va pas impacter ce genre de produits. A priori, pour des problèmes d'image, on n'ira pas en cosmétique. Parce que même si on sait que biologiquement, les métaux lourds ne vont pas dans les organes de concentration, les huiles essentielles, pour une question d'image, c'est un tellement petit secteur au niveau du tonnage industriel que ça représente que ce n'est pas la peine d'aller choquer les gens en le faisant. En revanche, pour désinfecter des aires d'autoroute, on peut très bien imaginer que ça ira. Voilà, c'est ce genre de réflexion de filière industrielle qu'il va falloir mener pour pouvoir se lancer dans une utilisation particulière de ces parcelles. T'allais me dire d'arrêter, hein. On est un peu dans le même cas de figure que pour d'autres personnes. Donc, on a droit à une question. S'il y a des questions, oui, il y en a. Oui, Philippe Morel. Je voulais vous poser la question de savoir est-ce qu'il est envisageable dans ce cadre-là de créer un nouveau type d'entreprise agricole ou horticole dans la mesure où vous avez montré que, par exemple, pour dépolluer certains sols, il fallait quand même des méthodes ou des techniques relativement sophistiquées, production pratiquement hors sol, sous serre, etc. Et à ce moment-là, qui serait le ou les financeurs de ce type d'entreprise, sachant que, par exemple, l'extraction d'huile essentielle ne serait qu'un apport complémentaire? Alors, il va falloir faire le distinguo entre ce que l'on a mis en œuvre pour le projet d'étude, où là, on visait à recycler les produits, à arroser avec sa solution déminéralisante. Si on va vers une production strictement d'huile essentielle pour occuper le terrain, occuper avec une occupation
intéressante au niveau économique, qui soit justement pas juste passer le temps. Les itinéraires culturaux, il y en a de nombreux qui existent pour de très nombreuses plantes productrices. S'il est nécessaire d'avoir une structure particulière, par exemple de former l'agriculteur, c'est quelque chose qu'il va falloir que l'on négocie avec l'industriel. On imagine que former un agriculteur, même lui payer un engin spécifique, éventuellement participer au financement des serres, ça lui coûtera moins cher que de tout mettre en décharge, des choses comme ça. Les surfaces concernées sont énormes, donc on est en train d'explorer. Aujourd'hui, on a plusieurs pistes à explorer pour avoir la rentabilité économique de l'opération, ou qu'au moins la rentabilité permette de financer une partie de cette reconversion. Le curseur, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il va arriver pour le moment. Dans les meilleurs des cas, peut-être que ça sera complètement autonome. Que si on lui dit, on vous donne gratuitement accès à cette parcelle-là, faites l'itinéraire culturel que vous voulez, évidemment en prenant les contraintes DAFIC comme fait n'importe quel paysan sur n'importe quelle parcelle pour toutes les cultures. Mais l'avantage des huiles essentielles, c'est que quel que soit votre type de sol, vous trouverez la plante qui est capable d'en produire. On a qui sont réputés sur terrain très sec. Dans l'ouest, on va produire de l'amande, de la sauge, des terrains, ou de l'angélique, si on a des terrains très humides. Donc on est à peu près capable de couvrir tout. Je ne les connais pas toutes par cœur, mais je crois qu'il y en a 1500 à l'ITEPMA, un truc de ce genre, enfin des plantes aromatiques et médicinales dans lesquelles on peut extraire ce genre de choses. Donc là, effectivement, aujourd'hui, on en est à mener cette étude-là. Quel est le package de conseils que l'on peut mener pour accompagner l'industriel qui ne connaît absolument pas le monde paysan vers un agriculteur qui sera capable de dégager un certain profit de cette parcelle. Et le statut fait partie de ces questions-là. Le statut de la parcelle. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit de faire une production agricole sur une parcelle qui est industrielle. Donc on est obligé de modifier le PLU, vous voyez, des choses comme ça. Mais on ne va pas le faire au hasard. Il faut vraiment conseiller à ce moment-là l'administration et les élus pour le faire dans le bon sens et que tout le monde converge. Aujourd'hui, c'est des mondes qui se parlent très peu, qui ne se connaissent pas, pour qui l'autre monde est très obscur. Donc on est en train, avec un bureau d'études, de travailler à trouver un petit peu l'outil qui va faire dialoguer tous ces gens-là. On est vraiment dans le domaine du conseil à ce niveau-là.